Salut à tous, c'est Ben, je suis content de vous retrouver. Allez, il ne reste plus que 2 journées avant la fin de la saison régulière. Je vous propose de faire le point sur ce qu'il s'est passé ce week-end sur les parquets de la 28e journée de la Betclic Elite. Alors le vendredi soir, le SLUC Nancy accueillait Nanterre, un match très important puisque les deux équipes étaient en lutte pour disputer le play-in dans l'espoir de pouvoir se qualifier directement pour les playoffs. Et à ce petit jeu-là, eh bien, ce sont les locaux, donc le SLUC Nancy, qui se sont imposés de fort belle manière, 96-81, face à une équipe de Nanterre toujours diminuée par des absences, notamment celle de Hamad Caver et de William Howard notamment. Et ben oui, Nanterre, ça y est, c'est râpé, Nanterre peut dire adieu à ses rêves de play-in et donc de play-off. Enchaînons maintenant avec les matchs du samedi, où là aussi il y avait notamment 2 matchs entre des équipes qui ambitionnaient de se qualifier pour les playoffs. Je commencerai par un magnifique match qui opposait 2 prospects. Saint-Quentin recevait Le Mans, Nolan Traoré, Noah Penda. Ça a été un petit peu le duel de ce match. Duel remporté par le Manceau Noah Penda. L'équipe du Mans s'est imposée sur la plus petite des marges, 91-89. Une très belle victoire pour le Mans, une victoire très importante. Et oui, les Saint-Quentinois vont pouvoir nourrir des regrets. L'élan Chalon a un petit peu tremblé, mais l'élan Chalon s'est imposé sans forcer face à la SIG Strasbourg 86-78. Encore une fois, cela montre à quel point les Chalonnais sont très très forts à domicile. Tout comme la JL Bourg qui n'a fait qu'une bouchée du Portel. Regardez-moi ce score fleuve, 98-69. Les Portelois n'ont malheureusement pour eux jamais existé. Pour terminer les matchs du samedi, la JDA Dijon recevait le BCM Gravelines Dunkerque qui était sur une très belle série de victoires. Eh bien, la série de victoires s'est arrêtée pour le BCM puisque la JDA Dijon s'est imposée là aussi dans les grandes largeurs 93-77, mais l'écart ne reflète pas forcément la physionomie du match. Et enfin, sur les matchs du dimanche, le CSP Limoges a sorti une bien meilleure prestation que celle de la semaine dernière, en faisant trembler vraiment jusqu'au bout les Parisiens qui s'en sont sortis grâce à un TJ Shorts de gala. Et enfin, il y avait un choc, le duel que tout le monde attendait ce week-end, il a tourné à l'avantage de l'Asvel. L'Asvel est vraiment sur une excellente dynamique, une très belle victoire des Rodaniens, 94-75. En ce qui concerne le dernier match de cette journée, il a bien évidemment été décalé, puisque La Rochelle va recevoir Monaco. Monaco étant engagé encore en quart de finale de l'Euroleague, le club rochelais a accepté de déporter le match. Faisons maintenant un bref petit point sur le classement. Alors oui, rien n'a bougé en ce qui concerne la fin du classement, La Rochelle n'a pas joué et est toujours dernier. La Rochelle conserve encore un mince espoir de pouvoir se qualifier ou en tout cas d'aller récupérer la 15e place au Portel puisque le Portel a perdu, comme on l'a vu, dans les grandes largeurs sur le parquet de la JL Bourg. Juste au-dessus, eh bien, Limoges a raté l'occasion de définitivement valider son maintien, mais cela ne saurait tarder puisqu'il est quand même difficile d'imaginer que le Portel va remporter ses 2 derniers matchs. Nanterre peut donc dire un trait sur ses espoirs d'accrocher le play-in. Strasbourg a perdu et ça va être vraiment très compliqué également pour la SIG Strasbourg d'aller décrocher la 10e place. Gravelines possède toujours un espoir mais ayant le même nombre de victoires que la SIG Strasbourg, Gravelines va forcément être très dépendant des résultats de Saint-Quentin. Je reviendrai juste après justement sur la course pour le play-in, sur les équipes classées entre la 6e et la 10e place. Ce que l'on peut voir en tout cas tout en haut du tableau, avant effectivement que le match de Monaco soit joué, c'est que l'Asvel a encore une fois conforté sa place de leader. Il ne reste plus que 2 matchs, l'objectif de l'Asvel va donc être de terminer à cette première place, ou au minima dans le top 2, histoire d'assurer l'avantage du terrain en play-off au moins jusqu'en demi-finale, voire plus si affinité. Ça semble donc devenir de plus en plus compliqué pour Cholet d'accrocher le top 3, mais en tout cas, Cholet va avoir l'ambition de rester positionné bien solidement à cette 4e place, avec 2 victoires d'avance sur la JL Bourg. J'ai quand même du mal à imaginer que Cholet puisse rétrograder à la 5e place. Maintenant, j'en parlais, la course pour le play-in. Et oui, il y a des équipes qui ont fait de très belles opérations ce week-end et d'autres d'un petit peu moins bonnes. On va commencer par les équipes qui ont gagné ce week-end. Le Mans, Chalon et Nancy, voire même Dijon, ont toutes gagné. Et donc le classement ne bouge pas pour l'instant, mais en tout cas, il ne reste plus que 2 journées à disputer. Le Mans a donc fait une très très belle opération, étant donné que l'on sait que Le Mans faisait face à des absences. Ça, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Le Mans donc est toujours solidement accroché à sa 6e place avec 2 victoires d'avance sur Chalon et Nancy. Il ne resterait plus qu'une victoire à décrocher pour Le Mans afin de valider sa 6e place et donc son ticket pour les playoffs. Je le rappelle,
le 6e sera automatiquement qualifié pour les playoffs, tandis que les équipes classées de la 7e à la 10e place devront s'affronter dans un play-in pour essayer de déterminer quelles seront les 2 dernières équipes qui valideront leur ticket pour les playoffs. Et donc à ce moment-là, on retrouve Chalon-sur-Saône, Nancy, Dijon et Saint-Quentin qui seraient les équipes qui seraient qualifiées pour les playoffs. Pour les play-in, pardon. Maintenant, dans quel ordre vont être positionnées ces équipes? Ça, on ne le sait pas encore, et c'est pour ça, justement, que ces 2 derniers matchs qui vont être à venir, vont être absolument cruciaux. Et notamment, lorsque l'on regarde aussi que Dijon, a encore 3 matchs à disputer. Et oui, et donc, ça peut forcément changer la donne, et on le sait que sur un match sec, tout peut arriver, et notamment avoir l'avantage du terrain pour ce play-in, ça va être important. Les équipes classées 7e et 8e vont donc recevoir le 9e et le 10e, et ça peut avoir toute son importance. Regardons donc justement les 2 derniers matchs qui vont attendre toutes ces équipes qui sont en course pour les playoffs et pour le play-in. Alors, je vais commencer par le MSB. Le MSB, je le disais, possède 2 victoires d'avance sur Chalon et sur Nancy, voire potentiellement Dijon si Dijon va gagner son match en retard. Les Manceaux vont affronter au prochain match l'Asvel à domicile. C'est pas forcément un cadeau. Par contre, le petit cadeau que pourrait avoir le Mans, c'est de se déplacer au dernier match de la saison à La Rochelle. Et on le sait, La Rochelle va très fortement descendre. Il est difficile de penser que La Rochelle va pouvoir sauver sa saison lors du dernier match à domicile face au Mans. Et donc, nous devrions donc avoir une équipe qui va essayer peut-être de valider définitivement sa 6e place contre une autre qui n'aura plus rien à jouer. Donc le calendrier, sans dire qu'il est plutôt accessible pour les Manceaux, on peut tout à fait imaginer que le Mans va faire le travail pour aller valider son ticket en play-off. Du côté de l'Élan Chalon maintenant, prochain match BCM Gravelines, dernier match Monaco. Et c'est sur ce match face à Monaco que l'Élan Chalon va recevoir pour son dernier match de saison régulière à domicile. On peut tout à fait imaginer que Chalon puisse prendre un de ces 2 matchs, et oui, je mets même Monaco dans la balance, puisqu'on le sait, Monaco est encore engagé en Euroleague. Si d'aventure Monaco se qualifie pour le Final Four, Monaco déjà aura cramé beaucoup d'énergie et de gaz déjà dans sa série de quart de finale face à Barcelone. On peut tout à fait imaginer que Vassilis Spanoulis va peut-être, sans dire qu'il va faire tourner l'effectif, parce qu'il y a encore le top 2 à aller sécuriser, peut-être que Monaco aura un petit peu la tête ailleurs, entre l'Euroleague et la série de playoffs qu'ils viennent de faire. En ce qui concerne maintenant le SLUC Nancy, pour le SLUC Nancy, le calendrier, il est très corsé, puisque sur les 2 prochains matchs, Nancy va affronter Cholet et Paris Basketball. Et donc, 2 équipes clairement du top 4, difficile de penser que Nancy va faire un 2 sur 2, ça semble très compliqué pour les Nanciens de les imaginer aller récupérer la 6e place au MSB. L'objectif de Nancy sera donc peut-être à minima de décrocher une victoire pour essayer de sécuriser une des places entre les 7e et 8e, ce qui leur donnerait un avantage, l'avantage du terrain sur le premier tour de play-in. Du côté de la JDA Dijon, donc je le disais, il reste 3 matchs à jouer pour les Bourguignons qui vont affronter Limoges, Paris Basketball et l'Asvel. Là aussi, un calendrier pas forcément aisé avec Paris Basketball et l'Asvel, 2 équipes qui, même si c'est la fin de saison, vont essayer de sécuriser le top 2. Ensuite, Saint-Quentin, qui aujourd'hui est la dernière équipe qualifiée pour le play-in, Saint-Quentin va recevoir au prochain match La Rochelle, une victoire à absolument prendre. Impossible de ne pas gagner contre La Rochelle pour Saint-Quentin pour garder cette 10e place, voire plus si affinité, puisqu'au dernier match, Saint-Quentin va affronter Limoges. Et on le sait, Limoges n'a plus d'espoir de disputer les play-in. Limoges, je ne vais pas dire sera en roue libre, surtout lors de son dernier match de la saison à Beaublanc. Mais voilà, le calendrier est plutôt accessible pour Saint-Quentin, qui pourrait peut-être en profiter pour, je ne sais pas, aller peut-être grappiller 1 ou 2 places dans le classement. Et enfin, le BCM. Le BCM, clairement, va devoir compter sur les défaites des autres adversaires. Le BCM va donc affronter Chalon au prochain match et finira par un match plutôt abordable face à la SIG Strasbourg. Voilà, le BCM va devoir mettre les bouchées doubles, mais très clairement, les Maritimes n'ont pas leur destin en main. Voilà, le petit point sur la course pour le play-in a été fait. Je vous propose maintenant, comme d'habitude, de parcourir les différentes actualités du championnat. Et je peux vous dire que ce week-end, s'est passé pas mal de choses, il y a eu beaucoup d'absences. Je vous propose de regarder tout ça en détail. Alors, je vais commencer non pas par les absences, mais plutôt par un retour de blessure, un retour qui fait plaisir. Et oui, Gauthier Denis, peut-être que vous l'aviez oublié, il avait signé à la JL Bourg,
il s'était très vite blessé. Il est de retour sur le parquet, ce qui va pouvoir venir encore densifier encore un peu plus le secteur extérieur de la JL Bourg. Une bonne nouvelle pour les Bressans en vue des playoffs. Un autre retour qui fait plaisir parce que lui avait manqué plusieurs matchs ces dernières semaines, c'est Alexandre Chassan qui a offert un beau duo, une belle doublette à l'intérieur avec Mohamed Diarra. Malheureusement, ce n'a pas suffi pour venir à bout des Parisiens, mais Alexandre Chassan a signé son retour de fort belle manière avec une très belle prestation, ce qui signifie dans le même temps la mise en retrait de l'intérieur australien qui était venu compenser sa blessure, Josh Bannan. Maintenant, en termes d'absence, alors là, voilà, il y en a un petit paquet. Je vais commencer par l'absence de Jovan Onyangue qui n'a pas disputé le match face au MSB, mais pour une très bonne raison. Jovan Onyangue est devenu papa pour la 3e fois. Félicitations à Jovan Onyangue. Il a manqué certes à son équipe, notamment via son adresse à 3 points, mais il a été très bien remplacé par Loïc Schwartz qui a fait trembler les filets. Et nul doute que Jovan Onyangue sera là pour le prochain match à domicile face à La Rochelle. Une autre absence, cette fois du côté de la SIG Strasbourg, ça a été celle de Brice Dessert, qui s'est fait mal à la cheville la veille du match face à l'Élan Chalon. Brice Dessert n'a pas tenu sa place, il a été lui aussi bien remplacé par Amadou Sow qui a fait une très belle prestation. Du côté du BCM maintenant, les Maritimes se déplaçaient à Dijon sans 2 de leurs joueurs, le meneur remplaçant Thomas Corneli qui est pisté apparemment en Pro B par le club de Caen, et enfin le shooter, le sniper Chris Babb, qui a raté son 2e match en 3 semaines. Chris Babb n'était pas là et clairement dans ces conditions c'était tout de suite beaucoup plus compliqué pour le BCM qui se voyait amputé de 2 de ses éléments sur le secteur extérieur. Un autre extérieur a été absent, cette fois du côté de Cholet Basket, c'est Nathan De Souza. Ça a fait quand même effectivement un petit peu beaucoup pour Cholet Basket qui, je le rappelle, est toujours privé à la fois de Chris Ebundo et de Bastien Vautier. 103 joueurs, mais avec le renfort tout de même de Darrell Poirier, c'était compliqué de rivaliser avec cette équipe de l'Asvel quasiment au complet, puisque de son côté, Geoffrey Levergne n'est pas entré en jeu. On poursuit encore avec un autre duo qui s'est blessé, vous l'avez vu très certainement, ça a tourné un petit peu partout sur les réseaux. Le MSB a dû faire sans Trevor Hodgins, son génial meneur, meilleur scoreur et meilleur shooter du championnat, et également de son intérieur qui a d'ailleurs rempilé pour la saison prochaine, Tashon Thomas. Le MSB vient d'ailleurs d'annoncer un recrutement pour venir compenser l'absence de Tashon Thomas jusqu'à la fin de la saison. En ce qui concerne Trevor Hodgins, le MSB a toujours espoir que le meneur américain puisse venir renforcer l'équipe pour les playoffs. Et enfin, une dernière annonce, une dernière absence, ça a été celle de Yvan Février. Pour lui aussi, la saison est malheureusement terminée. C'est une bien mauvaise nouvelle pour le Portel, qui, je vous le rappelle, est aujourd'hui classé à la 15e position, va probablement devoir passer par les playoffs de Pro B pour sauver sa place dans l'élite. Et clairement, remplacer un joueur JFL de son statut à cette époque-là de la saison, ça va pas être une mince affaire. Courage aux Portelois. Allez, on arrive dorénavant à la catégorie des performances marquantes de ce week-end. Il n'y a pas eu d'énormes cartons, mais il y a quand même 3 joueurs que j'ai envie de mettre en avant, avec notamment la meilleure évaluation de la journée, le joueur, le Slovène de la JDA Dijon, Gregor Hrovat, qui a permis de faire plier les Maritimes du BCM Gravelines. Très belle ligne de stats pour Gregor Hrovat, 23 points, 4 rebonds, 5 passes pour 28 d'évaluation. Bravo, ce qui permet encore à la JDA Dijon de confirmer sa bonne dynamique et de bien se placer pour le play-in. Le deuxième joueur que j'avais envie de mettre en avant, c'est TJ Shorts. Alors TJ Shorts, il n'a pas fait de gros double-double, par contre, il a été vraiment très clutch en fin de match pour permettre à son équipe de venir à bout d'une très valeureuse et très résistante équipe du CSP Limoges. 19 points, 1 rebond et 5 passes décisives, 23 d'évaluation, mais surtout, comme je le disais, un très gros shoot à 3 points qui est venu enterrer les espoirs de victoire du CSP. Un bon TJ Shorts qui va monter en puissance, ça, je n'en doute pas du tout, à l'approche des playoffs. Et enfin, cette fois, lui n'a pas gagné, mais il a battu son record en carrière. Je parle bien évidemment de Gérald Ayayi. Et oui, un Ayayi remplace un autre, les frères Ayayi sont très en forme. Cette fois, ce week-end, j'ai décidé de mettre en avant Gérald, auteur de 30 points et 5 rebonds pour un très beau joli 24 d'évaluation dans la défaite malheureuse de Cholet face à l'Asvel. Grand bravo à Gérald Ayayi qui, clairement, décidément, monte en puissance semaine après semaine. Allez, on enchaîne avec les déclarations. Je vais commencer avec celle de l'entraîneur du BCM Gravelines Dunkerque, Jean-Christophe Prat, qui a déclaré « Ce que je retiens de ce match, c'est qu'on joue sans Chris Babb et Thomas Corneli ce soir, qu'on est exemplaire pendant 40 minutes,
minutes que je peux vous parler des 23 premières minutes, pas des 17 dernières, pour une raison simple, c'est que les faits de jeu ont fait que les joueurs du BCM n'ont pas pu décider d'avoir la victoire ou non. Quand vous croisez dans les couloirs des gens de la JDA Dijon qui vous disent que c'est une dinguerie, même eux sont conscients des choses. Alors oui, sur cette partie de déclaration, Jean-Christophe Prat a été très clairement remonté contre l'arbitrage, et je peux plus ou moins le comprendre. Pour avoir regardé le match, effectivement, il y a eu quelques décisions qui sont venues très clairement plomber le BCM Gravelines. Je pense notamment aux fautes qui ont été sifflées au meneur Glyn Watson Jr. qui a pris sa 4e faute au tout début du 3e quart-temps, parfois voilà sur des coups de sifflet un petit peu litigieux. Voilà, ça n'a clairement pas arrangé les choses du BCM qui a été privé de Chris Babb et de Thomas Corneli, et donc avec un secteur extérieur déjà très amoindri. C'est vraiment dommage, notamment lorsqu'on sait que c'était vraiment un choc pour le play-in, que le BCM jouait l'un de ses derniers jokers, on va dire, pour la course play-in. Voilà, c'est un petit peu dommage de ne pas pouvoir s'appuyer sur la totalité de ses forces vives et en plus de se retrouver amputé de certains de ses joueurs sur une partie du match. Donc je peux comprendre la frustration de Jean-Christophe Prat. Un autre coach a goûté à la défaite ce week-end, c'est Fabrice Lefrançois. Son équipe s'est fait dominer de la tête et des épaules par une très forte équipe de l'Asvel. Voici ce que Fabrice Lefrançois a déclaré. Factuellement, on a 3 joueurs impactants qui sont absents, mais si je me cache uniquement derrière l'absence de joueurs, je ne cherche pas à avancer. C'est dommage sur le premier quart car on défend plutôt bien, mais on perd quelques ballons très vite. Il faut s'alimenter des défaites, j'ai bien mangé aujourd'hui et je peux vous dire que la semaine prochaine, faites-moi confiance qu'on sera très conquérant. Je ne suis pas déçu, j'ai envie de retourner sur le terrain et me battre jusqu'à la fin de saison avec cette équipe-là. Clairement, Fabrice Lefrançois est assez lucide, l'Asvel a été supérieur hier, effectivement, lors du match qui opposait Cholet et l'Asvel. Le Cholet Basket a connu une entame de match assez compliquée, très compliquée même offensivement, avec seulement 5 petits points marqués. Heureusement, l'Asvel n'a pas rentré tous ses tirs sur le premier carton, ils ont fini à 17 points. Cholet Basket a montré de la ressource, voilà, avec Gérald Ayayi notamment, pour revenir un petit peu dans le match, mais cet Asvel-là a mis beaucoup trop d'intensité, et étant diminué comme il l'était, Cholet Basket peinait vraiment à rivaliser, ce que je peux comprendre, mais ça n'enlève clairement en rien la formidable saison qu'est en train de faire le Cholet Basket, et nul doute qu'avec un petit peu de renfort à l'approche des playoffs, eh bien on va retrouver un Cholet Basket qui pourra mettre encore un peu plus d'intensité, et qui pourra vraiment être une équipe pour la gratter pour les playoffs. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire quelles sont les équipes que vous voyez dans le play-in et surtout dans quel ordre. N'hésitez pas à me dire également dans quel ordre vous voyez le haut du classement se déterminer entre l'Asvel, Monaco et Paris Basket. Bien malin qui pourra prédire qui sera premier, deuxième ou troisième. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça pourrait faire une très grosse différence pour la suite des playoffs, avec notamment l'avantage du terrain. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelles sont les affiches que vous voyez pour le début des playoffs pour le premier tour. Et sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, un prochain récap. Bye bye!